l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à votre émission Géopolis. Géopolis, c'est votre émission politique qui décrypte l'actualité du continent africain à travers les réalités que ce continent traverse. Et comme ça, au hasard, nous choisissons un pays qui marque l'actualité du moment. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité que la plupart ont déjà vu ici, qui a parlé justement, qui s'est présenté comme étant un expert en géostratégie politique. C'est également un docteur en sciences politiques et en coopération internationale et diplomatie. Cet homme vous a parlé de lui, vous a parlé d'un grand ouvrage qu'il avait écrit récemment sur les grands défis du moment, sur les nouveaux paradigmes qu'il faille que l'Afrique adopte justement pour son développement. Au regard donc de l'actualité et au regard de réalités qui traversent le continent africain, il a accepté de se soumettre à de multiples questions justement que nous voulons lui poser ce soir. Il va essayer d'analyser avec vous ensemble et voir dans quel sens l'Afrique devrait justement se comporter pour assurer le bon fonctionnement de ces institutions. Cet homme va vous donner son expertise. On va analyser tour à tour 4 pays qu'il a choisi pour apporter sa contribution ce soir. Il s'agit donc de la Centrafrique, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. Donc, vous comprenez déjà que c'est un expert en géostratégie. Il va donc tour à tour ramasser les grands événements qui ont traversé ce pays, ces 4 pays, depuis les 10 derniers jours. Et notre invité ce soir s'appelle le docteur Azanika. Docteur Azani, bonsoir. Bonsoir, M. René. Docteur Azani, nous sommes avec vous ce soir justement pour parler de la situation telle que je viens de la présenter. Et alors, nous allons voir avec vous justement, avant de voir la situation géopolitique du continent, nous aimerions d'abord parler de vous. Est-ce que d'abord, pour commencer, avez-vous un mot d'introduction avant que nous commencions notre grand sujet du soir? Alors, parlez de moi. Bonsoir, chers amis de l'Afrique, chers panafricanistes.
Je suis Jean-Philippe Azanigra, originaire de la Côte d'Ivoire, où j'ai grandi, j'ai fréquenté, j'ai été un militaire à l'école des forces armées de Côte d'Ivoire. Et arrivé à un certain moment de ma vie, j'ai eu de sérieux problèmes avec les autorités qui étaient là à cause de l'héritage que j'ai pu avoir, qu'on m'a donné. Et puis, bon, j'ai été obligé de fuir le pays, me retrouver en Angleterre. Lorsque je suis venu ici, j'ai eu en moi le désir de me former. Alors, je suis parti du niveau de la licence en EBI que j'ai obtenu avec bio. Après, j'ai fait le EMBI. Après le EMBI, je suis parti à London School of Economics, London Southampton University, où j'ai eu le degré en sciences politiques. Donc, ayant eu toutes ces capacités, je me suis trouvé à connaître le système politique international du système anglo-saxon. Il me fallait rentrer dans le système francophone, donc je suis allé faire mon PhD en France. Voilà, donc pour parler de moi, je suis là à la disposition de l'Afrique pour dépeindre un peu les difficultés et puis ressortir les solutions. En tant que stratégiste, je pense que l'Afrique a besoin aujourd'hui de ce que nous, les intellectuels, la diaspora, nous mettons ensemble pour aider nos aînés et qui, tant que mal, essayent de pouvoir sortir l'Afrique du sous-développement et de la pauvreté. Et c'est ainsi que nous sommes prêts, avec tout ce que nous avons acquis ici comme bagage intellectuel et expérience, nous sommes prêts pour aller aider nos anciens à pouvoir apporter la pierre à l'édifice pour l'émancipation de l'Afrique. Donc, pour parler un peu de moi. Voilà. Nous allons commencer, docteur Azani, par votre ouvrage. Mais je souhaiterais justement vous demander de hausser un peu la voix parce que nous avons déjà des gens qui nous écrivent qu'on ne vous entend pas. Essayez d'améliorer votre, n'est-ce pas, votre position là où vous êtes assis en tout cas, pour que les gens vous entendent, parce que même moi qui vous écoute là, j'ai du mal à entendre ce que vous dites. La voix ne sort pas suffisamment en notre studio. Voilà. Donc, nous allons commencer d'abord par vous. Quand je dis par vous, c'est-à-dire par le travail que vous avez fait récemment. Parce que dernièrement, lors de la dernière émission, effectivement, la plupart des gens ont voulu en savoir un peu plus sur vous, surtout sur l'ouvrage que vous avez écrit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de votre ouvrage? D'abord, la plupart des gens ont cherché à savoir où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer et également quel est le contenu en peu de mots. Quel est le message que vous adressez justement, que vous voulez diffuser à travers cet ouvrage tant scientifique écrit en anglais? Alors, voici le livre en question, les défis contemporains du développement africain, la problématique de l'influence des facteurs endogènes et exogènes. Alors, ce bouquin peut être trouvé sur Amazon. C'est-à-dire que si vous partez aujourd'hui Amazon, à cause de la situation sanitaire actuellement, il est vendu sur Amazon. Donc, vous tapez sur Amazon The Contemporary Challenges of African Development. Et puis, vous allez voir Jean-Philippe Azani, docteur Jean-Philippe Azani, ça va sortir immédiatement. Donc, il n'y a pas de problème pour l'acquisition de ce livre. Tapez sur Amazon, vous le trouverez sans aucun problème. Donc, parlons du livre en effet, comme j'ai dit la dernière fois, il est question aujourd'hui de ce que l'Afrique puisse trouver une solution pour pouvoir sortir du sous-développement et de la pauvreté d'une manière générale. C'est ainsi que lorsque nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que l'Afrique regorgeant de ressources naturelles ne puisse pas décoller et que l'Afrique puisse se trouver parmi, ou bien le dernier continent de la planète.
alors que l'Afrique, qui est le réservoir de ces matières premières, de ces ressources naturelles, attire tous ceux qui sont aujourd'hui classés comme des superpuissances, qui viennent puiser les matières premières en Afrique et puis qui vont accroître leur technologie et qui se développent davantage et donner la possibilité à leur population de s'émanciper socialement et sociologiquement. Alors, nous nous sommes posé la question en écrivant ce livre-là, comment est-ce que l'Afrique aujourd'hui puisse mettre en valeur, puisse compétir, puisse, ayant toutes ces matières premières, ayant toutes ces ressources naturelles, comment l'Afrique, sur le plan stratégique, puisse aujourd'hui mettre tout en place pour pouvoir sortir de la léthargie, sortir de ce rang de moins honorant qui est la dernière place quand on classifie les continents, pour que l'Afrique puisse sortir de ces difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Il y a un problème. Nous avons les ressources naturelles que tout le monde vient puiser et nous sommes pauvres. Nous sommes assis sur des richesses mais incroyables et nous sommes pauvres. Donc, il y a un problème. Donc, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre en mettant la lumière sur la problématique des influences des facteurs endogènes et exogènes. Comme j'ai expliqué la dernière fois, nous avons nous-mêmes notre responsabilité en tant qu'Africains. Qu'est-ce que nous faisons qui nous empêche d'évoluer et qu'est-ce que les autres nous font qui nous empêche d'évoluer. Tous ensemble, nous allons chercher les raisons et pouvoir trouver des solutions pour un lendemain meilleur pour tout le peuple africain. C'est pour cela que je me suis posé la question de pouvoir mettre à la disposition de la classe politique, des étudiants, des académiciens, tout ce monde qui intervient dans la politique africaine, de pouvoir chercher ensemble les solutions pour que l'Afrique puisse sortir de la pauvreté, de la misère dans laquelle nous sommes. Nous parlons généralement de la mondialisation. Mais la mondialisation, c'est des interférences entre États pour pouvoir faire des relations commerciales, politiques, et géostratégiques et géopolitiques. Et si nous ne pouvons pas décoller et que les autres décollent, il y aura un problème. Si le fossé entre l'Afrique et les pays développés est trop grand, vous savez, nous avons aujourd'hui la situation de l'immigration, où tous les pays, le peuple africain cherche à se nourrir, à survivre par tous les moyens, et nous courons pour aller remplir les pays occidentaux, et cela pose un problème. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre pour apporter l'éveil à la conscience africaine pour, un, l'autodétermination de nos nations, deux, comment nous allons nous préparer pour faire face à tous ces prédateurs internationaux qui viennent en Afrique pour puiser nos ressources, qui mettent tous les Africains en conflit permanent pour déstabiliser le système politique et pouvoir permettre à ces prédateurs-là pour venir puiser, voler nos ressources et mettre l'Afrique toujours au rang du dernier. Merci, monsieur René. Voilà, c'est très bien, hein, vous avez bien brossé en gros le sens et le contenu de votre ouvrage et pour quel public cet ouvrage est destiné. Ça va justement à la hauteur de l'homme, ça va justement à la hauteur de votre capacité intellectuelle justement à écrire un tel ouvrage en anglais. Et la question qui se pose actuellement, c'est de savoir, vous qui êtes francophone, je vais le préciser en disant que vous êtes quand même un citoyen africain originaire de Côte d'Ivoire, mais vous avez préféré écrire un ouvrage en anglais. Pourquoi? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il était important pour nous, quand je suis arrivé en Angleterre ici, de m'imprégner des réalités politiques, stratégiques, et de la langue même du système anglo-saxon. Et puis sur ce système-là, je me suis basé pour faire des analyses à travers le monde entier
et savoir que il fallait que j'écrive d'abord en anglais. Et tous ceux que j'ai pu approcher et qui ont aimé l'idée que j'allais mettre dans le livre, ont tout de suite, vous connaissez l'esprit ouvert des anglo-saxons, ils ont tout de suite approuvé ce projet et m'ont accompagné dans la réalisation de ce livre. Donc, immédiatement, mes partenaires, mes amis francophones ont tout de suite réagi et par la suite, nous avons mis un mécanisme en place pour la traduction d'une manière intégrale de tous les textes. Donc, dans un peu de temps, tous nos amis francophones auront la capacité de lire, d'avoir cet outil très important pour le développement africain qui explique, comme j'ai dit tout à l'heure, les enjeux ou les défis contemporains du développement de l'Afrique et ensuite la problématique des facteurs endogènes et exogènes. Et je dis que que ce soit le système anglo-saxon, que ce soit le système francophone, nous avons besoin de ce outil-là. Je ne suis pas catégorique, mais catégorisé en disant seulement que c'est les anglophones qui ont la primeur, mais les francophones aussi ont cette primeur-là parce que je suis ivoirien, je suis francophone. Et je mets ce livre à la disposition de tout le peuple africain, tous les amis de l'Afrique, tous ces académiciens, tous ces intervenants dans le développement de l'Afrique pour qu'on puisse comprendre la question principale. Pourquoi sommes-nous riches et en même temps sommes-nous pauvres? Voici la question. Et cette question-là, elle mérite un intérêt particulier de la part de tous les Africains, qu'on soit dans la diaspora, qu'on soit en Afrique, qu'on soit un peu partout dans le monde. Pourquoi l'Afrique, qui regorge de toutes les matières premières, de toutes les ressources naturelles, mais d'une quantité incroyable, puisse devenir ou puisse être le continent le plus pauvre? Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça devait nous donner, nous autres, à tout le monde, à se dresser, que ce soit la diaspora, que ce soit les Africains, que ce soit les leaders, à dire qu'il faut changer nos habitudes, que ce soit les habitudes internes à nous-mêmes, et changer la façon de traiter avec les autres qui nous empêchent d'évoluer. On devrait se poser cette question. Donc, en écrivant ce livre-là, je touche un peu à la réaction de tous les intellectuels, de tous les Africains, à nous poser cette question et d'en trouver la solution. Je pense qu'en lisant ce livre-là, la solution, elle peut être trouvée. Et nous avons, vous savez, l'Afrique, c'est un continent de braves personnes. Nous avons bravé tout ce qui est obstacle. Nous avons combattu pendant la traite négrière. Et l'Afrique a été toujours debout. L'impérialisme est venu aussi apporter toutes ces difficultés aux Africains. Nous avons été toujours un peuple debout, un peuple combattant, un peuple victorieux. Et nous sommes aujourd'hui dans le néocolonialisme, où aujourd'hui on nous empêche d'une manière stratégique ou d'une manière économique de pouvoir nous émanciper. Nous allons nous battre, nous allons sortir de cette situation et l'Afrique gagnera. Et c'est pour cela que je suis content de mettre à la disposition du peuple africain cet ouvrage qui nous donnera les moyens, les outils intellectuels et pour nous battre, pour gagner cette bataille très importante pour l'Afrique. Je suis écœuré de voir notre jeunesse être démantelée, torturée un peu partout dans le monde entier parce que nous n'avons pas à nous nourrir, nous n'avons pas la possibilité de nourrir notre population. Les jeunes qui devraient constituer l'ossature même de cette bataille, l'ossature même de ce produit, de ces capacités de production, et ces jeunes-là sont obligés d'aller se faire humilier, d'aller se faire massacrer en Libye, un peu partout dans le monde entier. Ils se retrouvent en France à perdre le temps, jusqu'à ce qu'ils en vieillissent. Et l'Afrique est toujours au même rang du continent le plus pauvre de la planète. Cher René, le temps est venu. En tant qu'Africain,
partout où on se trouve dans ce monde, à faire quelque chose pour quitter dans la position dans laquelle nous sommes. Voilà. À vous écouter, en tout cas, je suis certain que ceux qui vous écoutent vous suivent avec attention et avec passion. Mais ma question, c'est de savoir si ce que vous dites ce soir, ce n'est pas déjà entendu. Parce que les dirigeants africains répètent le même slogan, le même discours. L'Afrique, les impérialistes, les Occidentaux nous empêchent de faire ci, nous empêchent de faire ça. Mais quand est-ce que la conscience africaine va se mettre au rendez-vous pour matérialiser la parole aux actes? Y compris vous-même qui écrivez cet ouvrage. Pensez-vous que les écrits, seuls suffisent justement pour concrétiser les idées que vous couchez sur le papier? Tout ce que vous êtes en train de dire, docteur Azani, vous ne pensez pas que c'est encore théorique? Quand est-ce que la matérialisation de cette pensée, de ces idées, de ces intentions, quand est-ce que tout simplement la matérialisation verra le jour? C'est ça la question majeure. C'est une très bonne question, elle mérite toute l'attention. Effectivement, vous savez, l'Afrique a quitté sous le joug de la colonisation dans les années 60. Et la plupart de ces pays qui ont été, entre parenthèses, indépendants, ces pays-là n'ont que un demi-siècle d'indépendance. Et nous avons des acquis. Nous avons des acquis, il faut le dire, nous avons des acquis. Nous avons des acquis. Donc, ce n'est pas seulement, comment on appelle ça, théorique. Vous savez, le monde est dynamique. Et quand je prends par exemple le système francophone, où la colonie, la France, a toujours opéré de la même manière depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous savez, le monde est dynamique et le monde change. Donc, aujourd'hui, avec la pression de la diaspora, la réaction de tout le monde, nous voyons aujourd'hui que la colonie française commence à changer. Les gens réagissent un peu partout. Et il y a la pratique parce que vous voyez en Centrafrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, à la République démocratique du Congo et un peu partout, les gens réagissent. Ils réagissent concrètement. Nous voyons aujourd'hui que la consommation des produits occidentaux qui étaient prisés avant, aujourd'hui, nous sommes heureux que les Africains s'adonnent à cœur joie à s'habiller africain. Vous savez aujourd'hui que c'est les films africains que nous regardons dans nos télévisions, dans différentes télévisions en Afrique. Vous savez que c'est les chanteurs africains qui vont partout, qui font salle pleine en Afrique. Et les Occidentaux, quand ils viennent, bon, aujourd'hui, ça ne dit plus grand chose. Vous savez que petit à petit, l'Afrique commence à évoluer. Donc, il y a des faits pratiques. Il y a des faits pratiques aujourd'hui où certains leaders commencent à parler. Je me rappelle que il y a longtemps de cela, le président Félix Houphouët-Boigny disait entre guillemets, on nous a trop volé, mais il ne pouvait pas indexer qui le volait. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui s'élèvent pour dire, pour nommer les États qui disent que aujourd'hui on nous vole. La réaction, elle est là. Et je dis que ce n'est pas seulement théorique parce que tout ne changera pas en un seul jour. Monsieur René, il faut le savoir. On progresse. Et c'est pas ça prendra le temps. Mais ce qui est sûr, je vous assure que tous ceux qui se lèveront contre le développement de l'Afrique, parce que le temps est venu aujourd'hui, vous voyez un peu partout, dans les réactions partout, et la France même, les États puissants commencent aujourd'hui à avoir de sérieux problèmes à la gestion de leur quotidien, leur méthode
qu'ils prenaient avant pour diriger les pays africains, hein, pour faire pression sur les pays africains, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, ce n'est pas seulement pratique, mais ce n'est pas seulement théorique, il y a beaucoup de pratiques. Et soit, il faut être, M. René, avec tous les Africains qui nous suivent, il ne faut pas être pessimiste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine commence à s'élever, la jeunesse africaine commence à changer d'habitude, d'attitude. Et c'est pour cela qu'il est important d'écrire. Et les écrits constituent aujourd'hui des moyens d'éveil de cette population et des moyens de pouvoir guider cette population dans un chemin, hein, qui va nous apporter la victoire. Donc, je pense que c'est pas vain, c'est pas théorique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats en ce qui concerne le système économique francophone, le CFA, hein, qui commence à prendre de l'aile. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les Africains à ce niveau-là commencent à se mettre ensemble, les francophones, pour sortir une monnaie qui nous est favorable dans nos relations commerciales internationales. Et cela change. Je suis sûr qu'il y a 10 ans de cela, il y a 5 ans de cela, on n'ose même pas réfléchir au changement du CFA. Aujourd'hui, beaucoup de bruit de la diaspora et des Africains ont poussé la France, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, à changer ses méthodes avec le CFA. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Monsieur René, je vous assure que les choses bougent, mais soyons patients. Alors, docteur Azali, merci beaucoup. Vous savez très bien que nous avons bien préparé cette émission. Et donc, tout à l'heure, nous allons aborder la question de l'actualité de l'heure sur le continent, et sujet pour lequel vous êtes justement passionné parce que vous êtes expert en géostratégie politique et politique internationale. Et donc, avant d'aborder cette question, après que vous ayez fait votre présentation avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement et beaucoup de conviction, je vous prie d'abord de vous reposer pour quelques secondes avant d'aborder ce sujet lié à l'analyse de l'actualité de l'Afrique dans 10 secondes. À tout à l'heure. Voilà, nous y sommes. Nous allons maintenant parler avec vous, docteur Azali, de l'actualité, parce que vous êtes expert en géostratégie et en politique internationale. Nous avons choisi avec vous 4 pays africains auxquels vous avez voulu justement apporter votre contribution, une analyse et faire également des propositions des propositions pouvant apporter des solutions aux difficultés que traversent ces différents pays. Vous avez ainsi tour à tour choisi la Centrafrique, la République démocratique du Congo, la Guinée et la Côte d'Ivoire, votre pays. Alors, au hasard, quel est le pays qui vous intéresse le plus avant de commencer et vous démarrez immédiatement votre analyse et proposition sur ce que l'Afrique peut attendre, ce pays-là peut attendre pour son développement? Alors, je n'hésiterai pas à choisir en première position la République démocratique du Congo pour une raison toute particulière. Je me dis que ce pays-là devrait être classé parmi les 10 pays les plus riches de la planète. Et malheureusement, je me rends compte avec tristesse et désolation de savoir
que cet immense pays, le 4e du continent africain, le 11e mondial, se trouve dans une pauvreté extrême. Et les ressortissants de ce pays sont obligés aujourd'hui de fuir un peu partout, fuyant la guerre, fuyant les atrocités. Et c'est avec passion que je parle aujourd'hui de la RDC, parce que ce pays est nanti des ressources naturelles. D'une manière, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que ce pays a été et est béni d'une manière extravagante. Et les ressortissants, les 87 millions d'habitants de ce pays-là, ne puissent pas jouir des fruits ou bien de la bénédiction des terres de leurs ancêtres par la faute de beaucoup de problèmes. Parce que le conflit du Rwanda s'est transposé au niveau de la République démocratique du Congo qui, pendant des décennies, a subi les atrocités d'une manière incroyable. Dans l'est de ce pays, où les Rwandais et les Ougandais règnent en maître absolu sur les ressources de la République démocratique du Congo, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré l'intervention des Nations Unies, ce pays-là est toujours meurtri. Je suis étonné que, avec toutes ces atrocités, où on atteint le chiffre de plus de 6 millions de personnes décapitées, tuées, la presse internationale se tait et tout le monde entier se tait à voir ce pays meurtri et regorgeant de toutes les richesses. Alors, je me dis que de coup d'État en coup d'État, de rébellion en rébellion, aujourd'hui, la République démocratique du Congo se trouve avec un président, un jeune président, qui est originaire de ce pays, parce que certaines recherches nous font savoir que d'autres personnes, sous l'influence des armes et des rébellions et tout ça, sont venus s'accaparer de la souveraineté de la nation congolaise. Aujourd'hui, un jeune Congolais a pris les devants et gouverne son pays avec autorité, et il est prêt aujourd'hui à relancer l'économie de la République démocratique du Congo. Alors, pour contribuer à lui ou donner un peu plus de stratégie qui pourrait aider le président Tshisekedi avec toute la population de ce pays-là à pouvoir trouver des solutions, je dirais tout simplement qu'il faudrait qu'on puisse déplacer ou bien faire une autre capitale au centre de la République démocratique du Congo avec un plan urbain bien déterminé. C'est-à-dire on va délocaliser toutes les ambassades, tout ce qui est pouvoir politique, le mettre au milieu de ce grand pays, parce que le pays est tellement grand que des pays comme l'Ouganda se permettent d'occuper des parties au nord pour leur sécurité. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux qu'on vienne prendre tout l'Est, là où se trouve la richesse de ce pays-là, pour opprimer les ressortissants de ce pays. Donc, il est important que le pouvoir central de la République démocratique du Congo puisse avoir la mainmise et le contrôle efficace de tout son territoire. Donc, il faut créer une autre ville comme Abuja, une ville comme, créer une autre ville au centre de
la République démocratique du Congo, et faire des voies express qui vont relier le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et en même temps, sur le plan sécuritaire, il faut créer des garnisons au nord, des garnisons à l'est, des garnisons au sud, et des garnisons à l'est, à l'ouest, avec un commandement centralisé au niveau de la nouvelle capitale politique qui sera mise dans ce pays. Et en plus de cela, comme vous savez que, René, je vous apprends rien, les multinationales, il y a sûrement des conflits ethniques entre les Tutsis et les Hutus qui sont déportés au niveau de ce pays-là, mais il y a aussi les multinationales, les holdings européens qui sont là-bas et qui pillent, qui volent et qui prennent toute la richesse de ce pays-là pour les revendre. Et le pays, en fait, ne puisse pas avoir les retombées de leur richesse. Donc, il faut aujourd'hui qu'on puisse fermer cette frontière avec le Rwanda, avec une garnison bien formée, des militaires bien formés. Si, pour la formation, si le président de la RDC avait des problèmes, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire appel à d'autres pays qui sont nantis sur le plan sécuritaire pour venir former une armée régulière, une armée professionnelle, qui sera déployée sur toute l'étendue du territoire. Et nous savons que la RDC a une végétation mais incroyable, des fleuves un peu partout. Donc, il faut ouvrir de grands chantiers agricoles. Il faut se mettre sur, il faut s'ouvrir sur l'agriculture qui va permettre à la RDC d'avoir d'autres ressources financières pour pouvoir faire face aux dépenses publiques et ne pas tendre toujours la main à l'aide internationale qui est toujours problématique. Donc, je pense que avec ces stratégies-là, je pense que la RDC peut connaître une certaine accalmie pour pouvoir développer. Et aussi, je veux parler de la diaspora congolaise qui est répartie à travers le monde entier. Et aujourd'hui, avec l'expérience qu'elle a acquise, retourner au pays et commencer à aider le président Tshisekedi dans la conquête de la restructuration économique de son pays pour un avenir meilleur. Donc la RDC pour moi, c'est beaucoup plus important. Il ne faudrait pas seulement qu'on reste en Europe pendant des années et qu'on passe le temps à danser, à boire et à se vêtir. Il faut laisser ces habitudes-là. Il faut retrousser les manches, repartir dans son pays et qui est vaste, qui a toutes les potentialités. On peut quitter l'Angleterre ou bien les États-Unis ou bien la France et repartir en RDC et se donner à l'agriculture et réussir mieux que ce qu'on faisait en Europe. Je pense que le temps est venu de retrousser ses manches et aller supporter ce jeune président qui est un autochtone, un réel Congolais qui est prêt aujourd'hui à pouvoir se battre pour pouvoir, je pense que déjà, il a commencé à pouvoir prendre la position de l'Assemblée nationale pour avoir une certaine autonomie, pour redresser le pays comme il le faut. Parce que j'ai été vraiment écœuré que les voisins, pendant combien d'années, 2 décennies, se donnent le plaisir de manipuler, de prendre en otage tout un grand pays qui est la RDC. Et je me dis qu'aujourd'hui, si la RDC a la potentialité de pouvoir redresser son économie, mais ce sera un pays qui permettra à l'Afrique de bondir. Parce que ce pays-là a toutes les richesses pour aider les autres pays africains. Donc pour moi, c'est très important que la RDC puisse redécoller et puisse retrouver la stabilité dont elle a besoin pour le bien-être de la population et de toute l'Afrique. Parce qu'elle est, sur le plan géostratégique, elle est tellement bien placée. Avec toutes les richesses qu'elle a, elle peut être un canal par lequel l'Afrique peut être aidée à pouvoir décoller. Donc, je me dis qu'il faut que l'éducation puisse être la primeur
dans, dans, dans le défi que M. Tshisekedi doit relever. Il faut que les Congolais puissent être bien formés. Il faut que le système sanitaire soit mis en place pour aider tous ceux qui travaillent, toute la population productive à être toujours en bonne santé pour que les performances économiques puissent se voir et se sentir. Il faut aujourd'hui aussi que M. Tshisekedi puisse déposer des plaintes parce que ce qui se passe dans l'Est de la RDC, c'est des crimes économiques, des crimes de sang. Donc, il y a des institutions internationales, même si elles ne sont pas performantes, mais toujours, il faut faire l'acte. Il faut déposer au niveau de l'ONU, il faut déposer au niveau de la Cour pénale internationale des plaintes pour poursuivre tous ces rebelles et leurs chefs et essayer de stabiliser le pays qui est pour moi l'avenir de l'Afrique. Vous savez, la RDC pour moi, je parle de la RDC avec passion. Je parle de la RDC parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et c'est un pays que je sais que si ce pays est développé, mais vous savez que l'Afrique sera aussi. C'est des pays qui doivent être des pays précurseurs comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et tous ces pays-là, des grands pays qui ont toutes les potentialités. Et une fois bien gérés, bien structurés, ces pays-là peuvent être un canal de sauvetage dans le combat que nous menons pour l'émancipation du peuple africain. Donc, il faut que ces petites ces notions que j'ai mises sur la table puissent nous aider. Le pays est tellement vaste, comme je l'ai dit, il faudrait que une nouvelle ville, une nouvelle capitale économique ou politique puisse être édifiée au centre du pays et que des brèches puissent être faites de cette capitale au centre jusqu'au nord, du nord à l'est à l'ouest, au sud, et pour pouvoir avoir le contrôle de toute la superficie, tout le territoire d'une manière stratégique et sur le plan sécuritaire. Il faut sécuriser toute cette nation qui a besoin de sortir de ces phénomènes d'intervention, d'interférence des autres nations, de ses voisins, parce que le Zaïre, le RDC est tellement riche, il faut passer par ses voisins pour déstabiliser. Et dans cette instabilité, il faut profiter pour voler le coltan, voler le diamant, voler l'or et voler tout ce qui est comme minerai. Et je sais que 80% du coltan des réservoirs du monde se trouvent dans ce pays. Alors que vous savez, Monsieur René, le coltan, son importance dans l'industrie technologique, alors électronique, nous avons besoin que certaines choses changent en Afrique. Il faudrait que ces voyous, ces individus, ces organisations criminelles qui passent par des voies pas normales et pas catholiques pour venir en Afrique pour déstabiliser l'Afrique, il faudrait que cela cesse. Et cela doit commencer en République démocratique du Congo. Merci, Dr Azani. Ce n'est pas pour rien que vous êtes invité à cette émission en tant qu'expert en géostratégie. Je vous ai entendu et compris également tous les téléspectateurs que vous suivent ont entendu. Dans votre intervention, vous avez dit, je crois, 2-3 fois, l'actuel président de la RDC est le vrai fils du pays. À quoi faites-vous allusion? Le vrai fils du pays. Là, vous faites allusion à quoi exactement? Deuxième question, c'est de savoir, j'ai compris que la construction d'une nouvelle capitale au centre permettrait justement de désenclaver également d'autres zones qui ont été enfermées pendant des années. Maintenant, pensez-vous que ceci serait possible et sur quelle période cette activité peut être réalisable?
Voilà les deux questions qui me sont également envoyées par d'autres téléspectateurs qui vous suivent. Alors, parlons du président Tshisekedi. Mon intention se situe à deux niveaux. Le premier niveau est que le président Tshisekedi n'a pas été soutenu par des pays, comme l'a été le cas du président Kabila, le premier, le père Kabila, qui s'est appuyé sur les forces rwandaises et ougandaises pour venir renverser le président Mobutu, le président Mobutu. Et vous connaissez la suite. Le Zaïre n'a jamais eu, la RDC n'a jamais eu de paix jusqu'à ce que les élections se passent et que le monsieur Tshisekedi vienne au pouvoir. Donc, je veux dire que il n'y a pas d'intervention de ces pays-là qui ont toujours amené la pagaille et les troubles au niveau de la RDC. Je cite le Rwanda et l'Ouganda. Aujourd'hui, il s'en est défait. Deuxième niveau, il est congolais des pères et des mères. Nous savons que le père Tshisekedi, lui-même opposant, a vraiment lutté pour que ce que nous disons aujourd'hui là se réalise au niveau de la RDC. Et au pouvoir aujourd'hui, le fils Tshisekedi connaît son pays, il aime son pays, il veut construire son pays pour les Congolais. Il n'est pas au pouvoir pour défendre des intérêts quelconques, des intérêts des Rwandais, des intérêts des Ougandais. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de dire du président Kabila qui est passé qu'il était là pour des intérêts, mais je peux confirmer, je peux le dire sans embâche que le père Kabila, qui avait bénéficié de tous les soutiens de l'Ouganda et du Rwanda, et immédiatement après avoir été assassiné, hein, le fils immédiatement prend le pouvoir et des problèmes subsistent toujours. Et dans la nomination même du responsable Laurent Ndouanga, je crois, qui après s'est rébellé contre lui, contre monsieur Kabila fils. Il faut tout de suite savoir que ce général, ce colonel qu'on a mis à la tête de l'armée qu'on devait réformer, il est lui-même soutenu par les Rwandais et il est Tutsi, il est soutenu par ses Rwandais et ses Angolais. Il faut savoir que tous ces gens-là, ils étaient là pour l'intérêt du Rwanda et de l'Ouganda. Et si on veut aller un peu plus loin, de certaines forces qui tapissent qui tapissent derrière l'Ouganda et l'Angola pour vouloir déstabiliser la RDC pour leurs raisons économiques dont on parle. Monsieur Tshisekedi, père et mère, originaire de la RDC, a les germes nécessaires pour se lever aujourd'hui, pour combattre, pour se battre pour non seulement toute la population, mais bâtir un État et comme son père le voulait, et comme tous les ressortissants de la RDC le veulent. Donc mon appel aujourd'hui, il faudrait que toute la population de la RDC soutienne ce jeune président congolais de sang pour pouvoir asseoir un État de droit, un État où eux-mêmes se sentent bien de vivre. On peut faire, comment on appelle ça, l'ouverture à nos frères, des voisins qui veulent venir travailler chez nous, mais il faudrait aussi que les Congolais qui sont répartis à travers le monde entier à cause des problèmes créés par le Rwanda et l'Ouganda. Aujourd'hui, il y a
un Congolais qui est au pouvoir, il faut l'aider, il faut le supporter, il faut quitter dans la politique politicienne pour permettre à ce jeune de réussir. Et la deuxième question, si nous avons la volonté politique, c'est-à-dire que si le gouvernement de la République démocratique du Congo a la volonté politique de pouvoir désenclaver, je vous parle de contrôle, de maîtrise d'un territoire, lorsqu'on a un vaste territoire comme celui de la République démocratique du Congo, qu'on choisit de se mettre excentré, surtout au sud, et de poser la capitale, et des kilomètres sont pratiquement isolés, je pense que c'est un problème stratégique, tactique, hein, qui va contre la sécurité. Et aussi, il faudrait aussi comme je dis, pour la maîtrise de ce territoire sur le plan économique, sur le plan social, vous parlez tout à l'heure de désenclavement, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, il faudrait que le commandement puisse se retrouver au centre de ce pays-là pour pouvoir sécuriser le pays, pour pouvoir donner la chance à tous ceux qui soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, la possibilité de pouvoir bénéficier effectivement de l'émancipation, du développement. Il faut que le développement arrive un peu partout. Il faut décentraliser tout. Il ne faut pas seulement rester à Kinshasa et dire que on gouverne le pays. Mais je pense que en déplaçant la capitale ou bien en bâtissant une autre capitale, la Kinshasa peut être la capitale économique et la nouvelle capitale, on donnera le nom de Lumumba ou bien tout ce qu'on veut, cette capitale pourra désenclaver toutes les régions qui sont injoignables. Vous savez, j'ai lu un rapport des Nations Unies quant à l'intervention de la branche de sécurité qui se trouve dans ce pays. Ils ne peuvent même pas se déplacer pour arriver dans certaines zones contrôlées par les rebelles parce qu'il y a un manque de routes, manque d'infrastructures routières. Donc, en déplaçant ces capitales, en traçant des grandes voies, on a les moyens. La RDC peut se trouver les moyens pour faire ce projet. Il est possible et il ne coûtera pas grande chose. Il faudrait qu'on l'inscrive dans les projets de l'État. C'est-à-dire que comme l'État est continuel, c'est-à-dire que ceux qui prendront après, si un autre président vient, il faudra mettre ça dans le cahier de charges et pouvoir réaliser ce projet que je pense, à mon humble avis, qui pourra vraiment aider à l'émancipation du peuple congolais. Voilà, docteur, en tout cas, j'ai quelques messages pour vous, hein. Il y a beaucoup de gens, vous savez, nous sommes en train de faire l'émission en direct et nous avons la possibilité d'être suivis en Afrique en même temps parce que nous utilisons, vous le savez, notre chaîne est suivie simultanément sur Canal Africa 54, là où nous émettons actuellement, également sur Télé Saturne, qui se trouve justement dans des plateformes internationales. Donc là, nous avons des intervenants. Avant de passer à un autre sujet, c'est-à-dire à un autre pays de votre choix sur la liste que moi j'ai, que nous avons établie ensemble. Donc il nous reste la Centrafrique, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner quand même quelques interventions des gens qui vous suivent, hein, qui apprécient justement en même temps votre manière d'analyser la question africaine. Voilà. J'ai ici, bonsoir, monsieur René Kitoko. Bonsoir à vous aussi, docteur. Félicitations. En tout cas, c'est merveilleux de vous entendre. Et vraiment, si nous en avons encore d'autres comme vous, le Congo et l'Afrique peuvent aller de l'avant. Un autre dit ceci. Bonsoir. Très inspiré, docteur. Je salue votre amour, votre passion et votre attachement, non pas seulement à votre pays, mais à l'Afrique tout entière. En effet, la maxime qui dit l'Afrique est, probablement, il voulait dire, l'Afrique est le berceau de l'humanité.
Alors, il continue de dire, comme un revolver, dont, voilà, l'Afrique est comme un revolver dont la gâchette se trouve en RDC, c'est vérifié dans vos propos. Le développement de l'Afrique est en préparation et requiert un aspect de la vie que les Africains négligeaient. Voilà. Vous voyez ça? Donc, il y a beaucoup de réactions. Là, j'ai une dame également qui appelle, qui écrit des Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une Ivoirienne qui dit « Félicitations, mon frère. Vous êtes à la hauteur de votre diction et à la hauteur du message. Je suis dans l'empressement de lire votre ouvrage, Yako. Voilà, Yako. Voilà. Donc, là, il y a beaucoup de messages pour vous, en tout cas. Je vais pouvoir les lire à la fin. Mais je vous en lis quand même un dernier message ici. C'est encore une dame qui écrit de Paris. Il dit, Docteur Azani, bravo. On va s'appeler. Bon, elle semble vous connaître, hein? Donc elle est en train de suivre l'émission. Voilà, voyez-vous? Donc, jusque-là, c'est vraiment très positif et que les gens réagissent à votre intervention. Mais je vais poser quand même la dernière question, Docteur Azani. Vous avez parlé du président Tshisekedi. Vous avez parlé de deux possibilités pour permettre à ce que le Congo assure sa sécurité et son développement. Vous avez parlé d'une part du déplacement de la capitale et également de renforcer les frontières de sorte que justement la sécurité revienne pour le contrôle de l'économie. Est-ce que vous savez que pour le moment, le président Tshisekedi venait de se désengager de son alliance avec la coalition qu'il avait justement de la prise dès son élection, parce que c'était un gouvernement de coalition, parce que son parti n'avait pas gagné la majorité au Parlement. Donc, il était minoritaire partout. Et donc, il s'est fait qu'actuellement, il y a une nouvelle majorité parlementaire qui est constituée. Est-ce que ceci est un indicateur qui pourrait permettre à ce que le président de la République actuelle réussisse son mandat? Et ce mandat, croyez-moi, il ne reste que 3 ans sur les 5. 2 ans sont déjà passés. Est-ce que vous pensez que la nouvelle coalition parlementaire aujourd'hui, enfin la majorité parlementaire qu'il dispose aujourd'hui, pourrait l'aider à développer sur un laps de temps de 3 ans? Encore, je dis que gérer un pays, le temps n'est pas forcément un problème. 3 ans, c'est beaucoup et en même temps, c'est peu. Se débarrasser de l'alliance, je pense que c'est ce qu'il devrait faire. C'est la bonne stratégie qu'il a prise parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les interventions de part et d'autre, les interférences de part et d'autre sont des blocages pour la bonne gouvernance. Vous savez, faire une alliance, c'est récupérer ce que l'autre a. Et moi, ce que l'autre j'ai, je mène ensemble pour pouvoir avancer dans cette alliance. Et s'il arrive à un certain moment donné que la stratégie que j'ai mise en place ne fonctionne pas à cause de cette alliance, je vais m'en défaire. Et c'est ce que le président Tshisekedi a fait. Il faut avoir la reprise ou la prise en main de l'Assemblée nationale pour gouverner positivement, mettre en place son programme de gouvernement qu'il a proposé au peuple congolais pour que son mandat se passe dans le strict respect des promesses qu'il a faites. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne stratégie. Une bonne stratégie pour gouverner. Une bonne stratégie pour éliminer petit à petit tout ce qui faisait ombrage à la bonne gouvernance, tout ce qui faisait ombrage à l'émancipation économique et politique de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une action positive à mon niveau et il faut l'encourager et il faut aller jusqu'au bout de cette prise d'engagement pour qu'il ne soit pas sous l'emprise encore de ces interférences
qui viendront un peu partout brouiller toute la stratégie politique, économique et sociale qu'il a mis en place pour le développement et l'émancipation d'une manière harmonieuse de ce beau pays, comme j'ai dit, que j'aime tant, et qui est, comme je l'ai dit aussi, un pays capital, un pays stratégique pour le continent africain. Et je vous dis que nous ne sommes pas, je suis sûrement pas originaire de la RDC, mais si nous tous, nous nous mettons à combattre, à aider ces jeunes présidents qui ont la visibilité ou la vision d'une Afrique émancipée, d'une Afrique meilleure, mais il faut les suivre, il faut les protéger, il faut les encourager. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour que la RDC puisse retrouver, je dis, la gestion d'une manière indépendante de toutes ces ressources. Et une fois que ces ressources sont retrouvées, mais je vous assure que l'Afrique va se retrouver aussi à travers ce pays, comme l'ami l'a si bien dit. L'Afrique est comme un revolver où la gâchette, c'est la RDC, et ce n'est pas faux. La RDC est un centre un centre très important, vital pour l'Afrique. Donc, étant panafricaniste, étant africain, combattant pour la liberté de l'Afrique, l'autodétermination de nos peuples, il faut nous tous que nous soyons derrière la RDC pour que la RDC s'émancipe et entraîne tous les autres pays à s'émanciper. C'est possible. Cette alliance, il faut qu'il aille jusqu'au bout en se débarrassant de tout ce qui est nuisible à la gestion harmonieuse de la politique, des affaires du pays, et qu'il puisse trouver les hommes capables, mais dans une paix, dans une fraternité, hein, il faut trouver les gens nécessaires qui ont envie de travailler, qui ont envie de retrousser les manches pour sortir de cette politique politicienne qui pousse les gens à bavarder, à bavarder, à bavarder, à danser, à boire et à faire tout ce qu'il ne faut pas faire pour que l'Afrique puisse décoller. Il faut aujourd'hui retrousser les manches et je pense que le président Tshisekedi a donné l'exemple. Retroussons les manches, prenons les gens qu'il faut et qu'on aille pour pouvoir gagner la bataille de l'avenir pour le bien du peuple congolais et du peuple africain. Voilà, tout est dit dans votre message. Espérons qu'ils vous entendent et espérons que les Congolais puissent relayer votre message qui vient justement d'un Africain passionné de l'Afrique et de surcroît un géopoliticien. Et donc, ce message, en tout cas, ça va droit au cœur des Congolais qui suivent cette émission parce que nous continuons toujours à recevoir, franchement, beaucoup de messages là qui tombent. Et donc, docteur Azani, je vais vous prier justement de rester toujours à l'antenne. Dans 10 secondes, nous allons encore revenir. Le temps de petits remèdes. À tout à l'heure. Voilà. Nous sommes de retour après ce moment d'intermède. Et donc, nous allons continuer cette émission, toujours accompagné du docteur Azani, avec lequel nous allons maintenant aborder la question d'un autre pays. Parce qu'on a choisi 4 pays. Et là, il va lui-même nous dire quel est le pays qu'il a préféré justement mettre sur sa liste pour nous donner ses stratégies de développement ou des stratégies justement pour faire éviter à ce pays-là les dégâts probables. Alors, après la République démocratique du Congo, mon deuxième choix est la République centrafricaine.
parce qu'elle est d'actualité. Et j'aime particulièrement le président Archange Faustin Théodora. Je pense que c'est un grand stratège et un stratégiste à la fois et qui se bat comme il peut pour l'émancipation des Centrafricains. Ce pays qui a connu, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 5e République, c'est-à-dire que de coup d'État en coup d'État, ce pays qui regorge aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les pays africains sont bénis, sont remplis de matières, de ressources naturelles. Et la RDC, la RCA, la République centrafricaine, a connu l'instabilité permanente. C'est le pays à coup d'État, si on veut donner un titre à ce pays. Et il y a eu des périodes où un président s'est permis de se proclamer empereur. Et après tous ces excentricités et tous ces je sais pas comment il faut les classifier, la FDC aujourd'hui ouvre la porte grandement vers un changement drastique et dramatique. C'est-à-dire, le président actuel qui a pris la responsabilité de pouvoir, sur le plan stratégique, apporter la balance de force et qui ouvre ici la porte à l'équilibre et à la stabilité. Un grand stratège, c'est-à-dire que la France, la colonie de ce pays-là, la France qui a colonisé ce pays, c'est longtemps a décidé que ce pays ne devrait pas connaître l'émancipation pour qu'il serve de base géostratégique. C'est-à-dire que vous voyez la position de la RCA, elle se trouve juste au centre de l'Afrique. Donc la France peut se permettre de venir déposer ses bases militaires et de là survoler pour aller bombarder comme elle a fait au Tchad et dans certains pays. Donc la position militaire géostratégique ne sert à rien aux 5 millions d'habitants que compose la RCA. J'aurais bien souhaité que la France se positionne là, mais en même temps apporte la capacité aux différents présidents qui sont passés un programme bien alléchant de développement pour que ce pays-là puisse se développer. Alors, vous voyez la misère un peu partout en Afrique, comme je le dis, la misère. Cette misère, elle ne dit rien. Ces morts, ces femmes qui accouchent dans les hôpitaux, qui n'ont pas de remède, qui sont délaissées, elles meurent, ces femmes africaines, et leur mort ne dit rien à ces multinationales, qu'elles soient françaises ou occidentales ou quoi. Elles vont dans ces pays, elles n'ont même pas la moralité de se dire faisons quelque chose pour ces gens-là. C'est pour ça que je dis il faut un nouveau paradigme dont je parlais la dernière fois. Parce que le multilateralisme dont parlaient ces précurseurs de la théorie philosophique qui disent que les rapports d'État sont la détermination de la rationalité des puissances, les puissances militaires, les puissances militaires, économiques et politiques. Alors, si on veut se baser sur ces principes-là, on se dit qu'il faut qu'on change de façon de faire. Donc, la RCA est au centre de l'Afrique et sert d'une manière géostratégique aux intérêts tactiques et opérationnels de l'armée française. Cela ne suffit pas pour développer un pays. Un pays qui est rempli de ressources
minéral très important. Donc, ce pays-là, avec un président illuminé, a décidé de faire appel à une autre puissance, qui est la Fédération de Russie, de venir l'aider à combattre ces rebelles utilisés par des forces étrangères, des puissances étrangères, pour déstabiliser nuit et jour ce pays par des coups d'État à ne point finir. Des gens qui n'ont même pas à manger, des gens qui ne peuvent même pas développer leur système social, économique, éducationnel, sanitaire, sont toujours être en train de fuir leur pays à cause des intérêts de ces vautours et qui planent un peu partout pour déstabiliser l'Afrique. Donc le temps est venu où ce monsieur a choisi de faire appel à une autre nation très puissante pour venir former des militaires. Parce que le problème de la RCA, c'est un problème sécuritaire. Une fois que le pays est stable, avec toutes ces ressources qu'elle a, elle pourra s'occuper d'une manière efficace de sa population. Donc, il a misé sur la sécurité. Et la sécurité, il sait quelles sont les forces extérieures qui perpétraient tous ces événements qui poussaient la RDC à être toujours instable. Lui, il a compris, il s'est adressé à la Fédération de Russie qui aujourd'hui a, par l'équilibre des forces, amène une certaine stabilité. On a appris, il n'y a pas longtemps de cela, par les médias, que les rebelles sont mis en déroute et qu'on demande maintenant la négociation. Alors, qui dit négociation, c'est ouverture à la paix et à la stabilité. Mais ce que je peux dire, aujourd'hui, le pays est enclavé parce qu'il n'a pas d'accès à la mer. C'est-à-dire que le tronçon qui le lie à Pointe-Noire, où il y avait la possibilité de pouvoir négocier, ce tronçon est difficile, il est impraticable. Donc la seule voie qui alimente la RCA, c'est le port de Douala, le port de Cameroun. Et c'est ce port-là, c'est ce trajet-là qui est tout le temps sous les menaces de ces rebelles. Donc, comme il a commencé, il faut qu'il aille jusqu'au bout, à traquer d'une manière impitoyable tous ces rebelles, avec leur commanditaire, pour que justice soit faite. Et c'est le temps aujourd'hui de tendre ou bien d'interroger la Cour pénale internationale avec Madame Bensouda, d'ouvrir le dossier de la Centrafrique d'une manière efficace pour que ceux qui sont en train de semer les troubles et décapiter la population puissent comparaître pour qu'on leur demande que justice soit faite. Et deuxièmement, il faudrait aussi que, comme je disais tout à l'heure, la position stratégique, c'est-à-dire du port de Douala, qui a la possibilité de pouvoir mettre en République centrafricaine des ports secs, c'est-à-dire que des ports qui n'ont pas, on peut faire des ports qui n'ont pas forcément besoin des eaux. On peut faire ça avec des cargos. Donc, il faut qu'ils pensent à une politique de ce genre-là pour pouvoir mettre au niveau de la République centrafricaine la capacité d'approvisionnement par des cargos, par des voies ferroviaires entre là où se trouvent les ports et son pays, pour que l'évacuation de ces vivres-là et de ces produits puisse venir facilement pour que la population puisse jouir de cela. Et aussi, il faut, sur le plan des enjeux politiques, les dynamiques géostratégiques, c'est-à-dire tisser en bonne et due relation, comme il a commencé avec la Russie, mais qu'il aille jusqu'au bout pour que la paix vienne et qu'il fasse aussi pression avec ses partenaires africains qui ne doivent plus être là en train de trahir ou bien en train
d'affaiblir les autres États, hein, qui viennent et qui se regroupent autour de ce pays-là pour l'aider à sortir une bonne fois pour toutes de cette impasse-là. Parce qu'on ne peut pas être un pays vaste, un pays immensement riche et être toujours à la queue avec des taux de pauvreté incroyables, avec l'insécurité à tout chemin. Donc, c'est mes propositions par rapport à là. Comme la situation évolue sur le plan géostratégique, on attend que la Fédération de Russie, ce pays-là même, avec les forces en présence, puisse aboutir à éradiquer toute la rébellion pour qu'une stratégie de développement se mette sur pied. Mais ce qui est important, c'est pouvoir permettre l'approvisionnement de la RDC, parce que la RCA, parce qu'elle est enclavée. Donc, il faut tout faire pour qu'un port sec puisse être établi, pour que des cargos, des avions de tout genre puissent venir à travers le monde entier pour l'approvisionnement en aliments, pour que le pays, la population puisse se nourrir, se vêtir, vendre et vivre d'une manière paisible. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, vous avez donné votre analyse, mais je vais quand même poser une question. Mais en même temps, je voudrais vous rappeler qu'il nous reste 15 minutes d'émission, alors qu'il nous reste encore 2 pays à parcourir. Mais je vais quand même revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la RCA, la République centrafricaine, 2 préoccupations majeures. Vous ne pensez pas que le président Touadéra lui-même s'est mis la balle dans le pied parce que pendant son premier mandat, il n'a pas combattu les rebelles. Il les a entretenus presque. Parce que lui-même disait à l'époque qu'il n'y a pas lieu de faire la guerre pour la guerre, parce que pour lui, il pensait que son arrivée au pouvoir allait calmer les intentions des rebelles qui combattaient son prédécesseur. Et donc, voyez-vous qu'une fois que son mandat s'arrête, François Bozizé qui rentre au pays et qui fait raviver encore des troubles derrière tous ces rebelles-là. Pensez-vous que le discours que vous venez de tenir tout à l'heure pourrait marcher? Est-ce qu'il peut arriver vraiment à contenir la force de frappe de tous ces rebelles alors que le président François Bozizé est sur place? C'est une très bonne question. Je répondrai par ceci. C'est possible. C'est possible parce que vous savez que Monsieur Touadéra qui est là aujourd'hui a cru que la démocratie allait être la solution définitive à toutes ces difficultés qu'a connues la République centrafricaine. Donc, en tant que bon centrafricain, il était question pour lui de venir appeler à une table de discussion. Asseyons-nous et discutons et trouvons un consensus pour le bien-être de nos populations, pour l'avenir de notre cher pays. Alors, il a bien fait. Il a bien fait, mais le général Bozizé et tous ces autres-là, ils ne sont pas indépendants. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils pouvaient être remplis de bonne foi, voulant que la Centrafrique, pour une bonne fois, quitte dans ces difficultés d'instabilité et tout ça. Mais ces généraux Bozizé et tous ces gens-là, comme je disais tout à l'heure, il y a de l'interférence dans la gestion des États par d'autres puissances dont je ne nommerai pas ici, mais ces hommes comme le général Bozizé sont à la solde de ces forces occultes qui veulent la déstabilisation de l'Afrique. Alors, malgré les bonnes intentions, malgré les accords même qu'ils ont signés au Soudan, il y a eu le reversement, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, le reversement de ces accords-là. Et
M. Bozizé a préféré encore aller à la rébellion. Donc, c'est possible. C'est possible aujourd'hui parce que nous assistons, nous écoutons, selon la presse, qui nous relate ces faits de jour en jour au niveau de la République centrafricaine, que ces rebelles-là sont mis en déroute. Et M. Bozizé, d'une manière claire aujourd'hui, il dévoile ses intentions en faisant appel à la France. Mais pourquoi faire appel à la France de venir faire pression pour une discussion? Si la discussion a été faite, le président Tondra a montré ses bonnes intentions, sa bonne foi de pouvoir mettre tous les Centrafricains ensemble pour bâtir leur pays. Mais le général Bozizé et tous les autres ont décidé de mettre toujours ce pays-là à la merci de ces bandes organisées pour venir piller le pays. Alors aujourd'hui, avec la force que le président actuel a, avec l'intervention de la République, de la Fédération de la Russie et les autres partenaires qui combattent à son côté, et je lui dis qu'il aille jusqu'au bout à éradiquer d'une manière définitive et complète ces rébellions-là et qu'il actionne les tribunaux internationaux pour que ces gens-là puissent être poursuivis et qu'ils répondent des faits qu'ils ont commis au niveau de ce pays-là pour que la paix revienne définitivement. Vous savez, toujours avant de faire quelque chose, avant de prendre des grandes décisions, il faut toujours commencer par la paix, le dialogue. Et je pense que c'est un bon démocrate. Il a commencé par là. Les autres ont montré leur mauvaise foi, leurs mauvaises intentions. Il a répliqué par un discours en disant « Nous sommes attaqués, nous allons nous défendre ». Et il a actionné les accords qu'il a signés avec la Fédération de Russie et ses autres partenaires. Aujourd'hui, les combats se font et toute la rébellion en déroute, mais il gagnera. Il gagnera parce qu'il a la prière et l'appui et le soutien de tous les panafricanistes qui aujourd'hui se regroupent un peu partout pour pouvoir dénoncer ces pratiques malsaines. Parce que ceux-là qui veulent la déstabilisation de l'Afrique et qui ne veulent pas changer de leur méthode, leur donne, qui veulent toujours, avec la nostalgie, de pouvoir répéter toujours les actions du général de Gaulle. Il faut qu'aujourd'hui, on change de donne, on change de stratégie. Le monde est dynamique, comme je le disais. Les pouvoirs, les équilibres démographiques, les équilibres, diplomatiques se mettent en place. Il y a un certain équilibrisme aujourd'hui apporté par la Russie, la Chine et d'autres puissances naissantes. Parce que le monde aujourd'hui, il faut qu'il soit balancé. Il faut qu'il y ait la stabilité un peu partout pour que la mondialisation dont on parle soit effective. Et ce que moi, petit pays, je puisse bénéficier de ce que je vende ou bien je commercialise ce que j'ai à des prix auxquels qui me permettent de m'occuper de mes dépenses publiques, soigner ma population, éduquer ma population pour ne pas rester en laisse dans l'évolution du monde. Il faudrait qu'on change de pratique, il faudrait qu'on change de dynamisme parce que le monde doit évoluer, mais d'une manière positive. Et ceux qui n'ont pas la morale, ceux qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette un paradigme en place pour que le monde connaisse la paix, le monde connaisse, comment on appelle ça, une mondialisation organisée qui pourra profiter à tout le monde. L'Afrique ne doit pas rester en laisse. Et c'était mon message que je voulais lancer en répondant à votre question. Merci, docteur Azani. En tout cas, vous avez beaucoup de messages de sympathie et beaucoup de messages de remerciements avant d'aborder les deux derniers pays qui restent. Je ne sais pas si vous saurez le faire en 6 minutes, parce qu'il nous reste 6 minutes d'émission. On ne pourra pas aller au-delà. Si vous pourriez être beaucoup plus concis, en tout cas. Je comprends la passion qui vous anime, justement, à tout dire selon votre expertise, justement, sur le continent africain. Ce n'est pas la première fois que je vous côtoie dans les débats. Je connais votre profondeur, justement, d'analyse et de compréhension, les soucis que vous avez pour le développement de l'Afrique. Mais pendant ce temps, je vais vous lire quand même quelques réactions ici.
de beaucoup d'intervenants. J'ai plus de 50. En tout cas, je ne saurais même pas lire la moitié. Impossible. Sur les 5 minutes qui nous restent d'émission. Alors, il y a un intervenant qui dit ceci. Bravo. Très bonne analyse de la problématique du milieu. Bravo, docteur. Un autre, c'est une dame. Voilà, elle dit qu'elle écrit des États-Unis. Elle est à Atlanta. Elle suit cette émission. Mais c'est fantastique si les Africains commencent à parler comme ça, comme le docteur Azani. Bravo à vous. Vraiment, je tiens à garder le lien de cette chaîne pour continuer justement à suivre ce genre de débat. Voilà, merci en tout cas, madame. Voilà, l'autre dit ceci. Bon, ici, c'est la même personne qui continue à dire il faut savoir conjuguer avec ses frères de l'opposition et construire ensemble tout en étant juste et honnête. Prévoir la manipulation politique des Occidentaux qui est le poison des politiciens afro. Et lui de continuer, il faut comprendre donc que la démocratie à l'européenne n'est appropriée pour nous aujourd'hui parce que l'ennemi s'infiltre par les uns ou par les autres, installant l'instabilité politique. Ça, justement, ça répond à votre analyse de tout à l'heure. Et ça, en tout cas, coup de chapeau de toute l'équipe ici réunie qui applaudit votre intervention. Docteur, en tout cas, sans transition, passons aux deux autres pays rapidement, c'est-à-dire la Guinée, 2 minutes, et la Côte d'Ivoire, 3 minutes, parce qu'il nous reste 5 minutes. Alors, parlant de la Guinée en 2 minutes, je voudrais lancer un appel au peuple guinéen de rester debout. De rester debout parce que la manipulation des constitutions ne doit pas se faire. Et en plus de cela, le président de la Guinée, qui est un opposant historique et qui connaît réellement la démocratie après avoir fait de longues études en sciences politiques, devrait respecter la loi, respecter la volonté du peuple et permettre à ce peuple de choisir librement leur président parce que c'est des phénomènes ou bien des événements à trouble lorsque vous finissez un mandat selon la Constitution et en fin de mandat changer la Constitution pour vous imposer, je pense que c'est un problème. C'est un problème. La Guinée a besoin d'un développement harmonieux de tous ses enfants. Comme le disait tout à l'heure, ce que tu me disais, le frère qui a intervenu, l'opposition, il n'aurait pas eu de problème si les élections avaient été organisées d'une manière propre et que le président respectait la Constitution, alors je pense que la Guinée pourrait connaître un développement harmonieux. Mais avec les troubles, avec ce peuple qui est aujourd'hui sous pression judiciaire et policière, je ne pense pas que le président guinéen puisse en sortir. La Guinée a beaucoup de potentialités dans son sous-sol. Il est temps aujourd'hui de se focaliser sur l'industrialisation de ces potentialités-là et permettre l'éducation, permettre la santé, permettre ouvrir aussi des chantiers sur l'agriculture. Je vous dis que l'Afrique aujourd'hui doit revenir à l'agriculture. Tout ce que nous avons, c'est organique. Le monde a besoin aujourd'hui de se soigner, de manger de la bonne nourriture. Les multinationales nous ont intoxiqués de tous ces nourritures artificielles, ces produits artificiels qui donnent des cancers, des problèmes à ne pas en finir. Il faut que l'Afrique reparte à l'agriculture organique, l'agriculture qui est de bonne santé pour pouvoir alimenter à nouveau le monde. Donc, en 2 minutes, voilà ce que je voulais dire de la Guinée. C'est trop peu. J'avais beaucoup de choses à dire de ce pays, mais en 2 minutes, je ne pourrais pas. Donc, s'il faut répartir rapidement en Côte d'Ivoire. Oui, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, là, je suis en train de négocier avec la production.
la direction pour qu'on nous accorde, je ne sais pas si ce sera possible, de vous donner un peu plus de 5 minutes justement pour rebondir à la Côte d'Ivoire, comme vous dites que vous avez vous avez beaucoup de choses à dire, mais ce serait mieux qu'on reporte cette question relative à la Guinée la semaine prochaine, si vous aurez le temps toujours de revenir pour intervenir. Parce qu'ici, il y a beaucoup de téléspectateurs qui demandent même à la chaîne de vous convaincre. Voilà, là, c'est une dame qui dit, hein, une dame, et même un monsieur de Londres. Il y a un monsieur à Londres qui dit, Monsieur René Kitoko, voilà l'homme qu'il faut. Il faut le faire intervenir régulièrement à votre antenne pour nous édifier de la politique et géostratégique du continent. Ne sera-t-il pas possible que votre chaîne puisse nous faire venir le docteur Azani régulièrement à votre écran? Voilà. Donc, vous voyez, ça vient des gens qui vous regardent, des gens qui regardent la chaîne. Et l'autre dame qui dit, je serai vraiment dans la joie de revoir une telle analyse encore une fois dans la semaine, si ceci est possible. Voilà, bien sûr, madame, tout est possible. La chaîne est ici pour vous. Voilà, docteur Azani, autant de sollicitations, autant de gens qui apprécient votre intervention ce soir. Donc, voilà, on me précise justement que vous avez 5-6 minutes justement pour continuer votre analyse. Voilà, donc, mais vous pouvez déjà, en tout cas 6 minutes, ce sera beaucoup. Est-ce que vous pouvez enchaîner sur la Guinée où nous savons qu'il venait y avoir des élections où le président de la République, Alpha Condé, venait de tripatouiller non seulement les élections, mais il a carrément passé au forcing contre même la loi fondamentale et contre la Constitution en se remettant encore au pouvoir pour un 3e mandat, alors que la Constitution l'interdisait carrément. Lui qui était un ancien opposant, lui qui était un ancien exilé, mais qui a fait ce forcing, autant en Côte d'Ivoire, c'est presque des frères siamois dans cet exercice de forcing. Alors, je pense que vous pouvez faire la transition de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, et en Côte d'Ivoire, et les balancer en même temps en 6 minutes qu'on vous a accordé. Alors, le problème de la Côte d'Ivoire se situe à ce niveau-là. Vous savez que lorsque les colons sont venus, ils avaient besoin pour les plantations de café, cacao. Le problème de la Guinée d'abord, hein. La Guinée, et puis vous enchaînez sur la Côte d'Ivoire. Donc, la Guinée, j'ai parlé tout à l'heure du non-respect de la Constitution. Vous savez que si nous parlons de la démocratie, les principes de la démocratie se reposent sur le respect du droit. Alors, si le droit est bafoué, je dis que nous rentrons dans des systèmes de hors-la-loi. Et vous savez que nos pays, au lieu de se précipiter à mettre en place des notions d'État, c'est-à-dire que un État, c'est-à-dire que c'est une composante de plusieurs ethnies, de classes sociales, de toutes ces personnes qui sont regroupées sur un lieu géographique et qui sont gouvernés qui sont dirigés par un gouvernement. Alors, si nous avons la notion de l'État, nous allons nous précipiter au respect des droits et surtout de la loi fondamentale qui dirige une nation. Alors, si le chef suprême de la justice du pays se permet de bafouer la loi fondamentale, il y a danger. Il y a danger pour la démocratie. Un pays, vous savez qu'en Afrique, quand nous agissons, nous pensons que c'est des faits normaux, alors que le développement va avec la stabilité économique, va avec la démocratie. S'il y a des principes démocratiques, vous allez bien diriger votre pays sans aucun problème. Mais quand vous ne respectez pas la loi, parce que les accords internationaux que vous signez, c'est des accords basés sur le droit international. Si dans votre pays, vous ne respectez pas la Constitution, qui est la loi fondamentale, c'est-à-dire que vous êtes inéligible à tout accord international. Vous êtes
classé hors la loi, alors que ce Téné qui a fait les sciences politiques, qui connaît, qui a été dans l'opposition pendant longtemps, devrait permettre aujourd'hui à la Guinée de pouvoir mettre un système démocratique sur pied pour les générations à venir. Alors, je me dis qu'à la fin de son mandat, je ne sais pas combien de mandats il fera, c'est un échec pour un ancien de Sciences Po, c'est un échec et ce n'est pas des exemples à suivre. J'avais beaucoup d'admiration pour ce Téné, mais je suis déçu de ce que, personnellement, de ce que la loi fondamentale de son pays a été violée et que même les élections, vous savez, je parlais tout à l'heure de la notion d'État. Si l'État, nous avons la notion de l'État, nous allons organiser des élections qui ne sont pas trompatuées, c'est-à-dire des élections qui respectent les normes, les standards de démocratie sur le plan international pour permettre à nos États de connaître la stabilité et la paix. C'est-à-dire que les notions d'État qui ne tiennent pas compte de ce que je suis du Nord et l'autre, il est du Sud, qu'on suive les programmes de développement de ces différents candidats et qu'on respecte la loi. Quand on vient au pouvoir, on ne prend pas tous les ressortissants de sa région pour être à tous les postes. Et quand on le fait, on n'a pas la notion de l'État. La notion de l'État doit être privilégiée. Ça doit être rentré dans nos mœurs en Afrique pour le développement harmonieux. C'est de ça qu'on parle. Si nous n'avons pas la notion de l'État, nous n'avons pas ces réflexes démocratiques, mais nous sommes à la merci de toutes ces puissances internationales qui viendront toujours nous mettre en retard parce que c'est ces pions-là qu'ils utilisent pour venir fragiliser le système constitutionnel en Afrique, le système démocratique, le système politique en Afrique pour maintenir l'Afrique dans une économie de rente. Et cette économie de rente, elle ne favorise que les chefs d'État qui sont les leaders africains, qui sont manipulables et qui sont à la merci de la corruption. Parce que les économies de rente, ça ne favorise pas le développement. Alors, il faudrait qu'aujourd'hui qu'on respecte les lois. Si on respecte la loi, tout le monde respecte la loi. Nous sommes ici dans un pays, c'est la loi. Le Premier ministre, c'est l'anglais, c'est pas parce qu'il vient de Sheffield qu'il va prendre toutes les ressources de l'État pour aller construire Sheffield, prendre tous les gens de Sheffield pour aller les mettre au poste de responsabilité un peu partout. Il faut avoir la notion de l'État. Quelqu'un de Bordeaux ne se laissera pas dire que Macron n'est pas de Bordeaux, donc je suis contre lui. Non, il verra Macron comme le président, le chef de l'État français et les intérêts français. Et en Afrique, il faut qu'on change cette façon de faire. Et pour bondir en Côte d'Ivoire, c'est le même problème aujourd'hui. Entre le Nord et le Sud, qui se battent à ne pas en finir, ou pour des élections, on coupe la tête, on joue au football avec, parce que l'autre est baoulé, et parce que je suis Doula, parce que je suis Senoufo, parce que je suis cela. Il faut que ces choses-là changent. Il faut qu'on ait la notion de l'État. L'État, c'est tout le monde, au même titre, qui ont les mêmes droits, la même possibilité de pouvoir jouir des ressources que l'État produit. Il faudrait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui a pu négocier, comme le président de la Guinée, un troisième mandat par tous les moyens, il veut rester au pouvoir, qu'il permette à la Côte d'Ivoire de pouvoir s'unir dans la notion de l'État, non pas à partager les revenus de l'État, à catégoriser les gens. C'est-à-dire que il faut que tout ce que l'État produit, il faut que ça soit seulement les gens, les personnes ou les individus venant de mon ethnie qui puissent jouir du fruit des labeurs de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas normal et cela doit cesser. Il faut que quand on respecte la notion de l'État, il faudrait que les élections soient organisées par l'État d'une manière claire, limpide, pour que tout citoyen qui a la possibilité de se présenter pour envoyer
une valeur ajoutée à sa nation, puisse le faire sans aucune contrainte, sans aucun problème. Il faudrait que toute la Côte d'Ivoire ensemble, comme un seul pays, se lève pour développer cette nation-là. Il faudrait cesser ces clanismes, il faudrait cesser ces façons de récompenser ceux qui l'ont aidé. Il faut que les rébellions cessent et pour ne pas qu'on ouvre les portes à la manipulation, à l'intervention de ces pays-là qui viennent toujours pour piller l'Afrique. Il faudrait que ces anciens-là savent qu'ils ont une responsabilité devant l'humanité, de leur conduite envers leur peuple qui nuit et jour croupissent sur la pauvreté. Les gens meurent, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de système de santé pour les soigner. Où allons-nous avec tout ça? Où allons-nous avec ça? Docteur Azani, vous vous êtes exprimé, c'est votre corps, c'est votre esprit, c'est votre âme, c'est votre cœur et c'est votre intelligence qui ont joué un rôle ce soir pour communiquer selon le message que vous avez livré justement aux Africains à travers Canal Africa 54 et Télé Saturne. Le plaisir était pour nous en tout cas de vous recevoir ce soir. Mais nous espérons que vous serez l'homme qu'il faut pour contribuer au développement de l'Afrique. Et que la lumière qui brille de là-haut puisse justement éclairer ta maison, éclairer justement ton esprit, dégager encore un peu plus d'énergie, vous donner encore plus de lucidité justement pour aider au développement du continent africain. Tel sera donc notre dernier mot, tout en vous disant merci au nom de toute l'équipe qui vous a suivi ce soir et au nom de tous ceux qui vous écoutent, je vous dis bravo et bonsoir chez vous et à la fois prochaine. Merci. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.